Système dans lequel vous mettez ici un champ électrique, puis vous mettez ici un champ magnétique. Et ce qui se passe, c'est que vous avez ici un électron, donc qui subit deux forces. Vous avez la force QE, et puis vous avez une force comme ça qui est une force V vectorielle B. Alors pourquoi ces forces se retrouvent couplées? C'est à cause du V. Parce que si vous regardez bien ce qui se passe, vous avez ici un terme V, mais vous voyez que ce V, il dépend violemment de QE. Parce que QE, il va vous faire accélérer l'électron, et il va vous donner une vitesse à l'électron, et c'est cette vitesse-là qui va vous donner le terme V vectoriel B. Donc ces deux termes-là sont couplés, ils ne sont pas du tout indépendants. Donc c'est pour ça que vous allez avoir une matrice qui va faire intervenir pas que des termes diagonaux. D'accord? Si on avait ici un V qui ne dépendait pas de QE, on aurait un tenseur qui serait complètement diagonal. Là, il n'est pas complètement diagonal. D'accord? Donc, vous avez ici deux champs. Ouais, ça veut dire que si vous aviez quelque chose... Alors, un tenseur, comment ça marche? Un tenseur, je vais vous dire comment ça marche, c'est facile. Vous avez ici un champ. Alors, c'est simplement... Ça va un courant JX, JY, JZ, d'accord? Vous avez un tenseur, c'est écrit sigma XX, sigma, vous avez JX qui va être sigma XY, sigma XZ, la diagonale jusqu'à sigma ZZ, puis là vous avez sigma YX, puis là vous avez sigma qui va être sigma Y, non, le sigma YY il est là. Et là, il y a sigma qui va être, pour cette diagonale, ça va être sigma Y, c'est lequel celui-là déjà? YX, voilà, c'est ça. Et puis là, vous avez ici EX, EY, EZ. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tenseur de conductivité. D'accord? Et en fait, vous savez multiplier des matrices, hein, d'accord? Donc vous obtenez que JX est égal à sigma XXEX plus sigma XYEY plus sigma XZEZ. C'est tout bête, hein, d'accord? Et là, vous obtenez les termes croisés, c'est-à-dire que vous obtenez que sigma XX, il dépend de EX, okay, mais il dépend aussi de Y, et il dépend aussi de Z. D'accord? Et ça, c'est dû à l'effet du champ magnétique. D'accord? C'est à cause de cet effet-là, c'est à cause du fait que le champ magnétique, il me couple ici ces deux termes-là. Parce que j'ai un terme en V vectoriel B qui me couple en fait la partie en X et la partie du champ magnétique ici, qui va être en Y. Ici, vous avez un terme en V vectoriel B et V fait intervenir le QE ici. Donc si vous n'aviez aucun couplage, d'accord, si on n'avait pas de couplage, si on n'avait aucun couplage, vous auriez une matrice qui serait complètement diagonale, vous auriez une matrice qui ressemblerait à ça. Et qui serait 0 partout. D'accord? Ça c'est une matrice, vous n'avez aucun couplage. D'accord? Transverse de laquelle? Ouais. Ouais, en XZ, non, il n'y a pas de conduction. Il n'y a pas de champ dans cette direction, en fait. Oui, parce on applique tout dans le champ. Parce qu'en fait, quand vous appliquez le Z dans cette direction, vous retrouvez... Parce que quand vous êtes en V vectoriel B, quand vous appliquez un champ comme ça, un champ magnétique comme ça, le champ électrique se retrouve comme ça.
Si vous faites un V vectoriel B. Ouais. Par rapport à la diagonale, ça c'est la symétrie des vecteurs qui vous garantit. La symétrie des vecteurs. C'est-à-dire comme V, si vous faites V vectoriel B, vous faites moins V vectoriel B, vous vous retrouvez dans l'autre sens. D'accord. En fait, je crois qu'il n'est pas symétrique, il est antisymétrique, votre tenseur. Il faudrait vérifier, mais je crois qu'il est antisymétrique à cause du champ B d'ailleurs. Que je regarde. Alors, attendez, il faut que je regarde. Je suis pas sûr qu'il est ou symétrique ou antisymétrique. Il est antisymétrique, c'est ça, hein. Oui. Mmh. Alors, je ne dis pas quand est-ce qu'il n'y en a pas, mais si vous prenez par exemple, faisant expérimentalement un système tout bête, vous mettez à la main une tension là et une tension là, il n'y aura pas de couplage. Si vous les mettez à la main. Vous pourriez très bien imaginer que vous mettez à la main une tension là, une tension là. Là, le couplage apparaît par le champ magnétique. C'est le champ magnétique qui va vous coupler votre tension là et votre tension là. D'accord? Alors, vous pouvez très bien faire un argument qui est extrêmement simple. Regardez, imaginez, alors il y a une limite qui est très simple à voir, c'est la limite champ très très fort. D'accord? Si vous prenez une limite, un champ vraiment, mettons, infiniment fort, dès que vous allez augmenter un peu ce champ-là, l'électron va augmenter un petit peu sa vitesse, mais le champ magnétique est tellement fort qu'en fait, il part tout de suite dans ce sens-là, l'électron. Donc en fait, dès que vous allez augmenter un peu ce champ-là, l'électron part dans ce sens-là. Donc vous n'avez qu'un champ Y à ce moment-là. D'accord? Ça, c'est un exemple simple de cette limite-là, la limite de champ infini. Donc vous voyez que c'est bien le couplage entre les deux qui vous donne le champ de la tension dans ce sens-là. Ouais, elle est antisymétrique, effectivement. Alors ça, c'est un problème vachement intéressant que vous posez sur les symétries avec le champ B, parce que comme c'est un champ qui est axial, ou je sais pas comment on dit, il y a deux types de champs, ça vous fait des choses assez intéressantes, parce que par exemple, vous perdez une symétrie quand vous mettez le champ B. C'est-à-dire qu'en fait, un champ B, ça vous réduit une dimension, parce que quand vous avez un champ magnétique B, vous savez où est votre droite et où est votre gauche. C'est-à-dire quand vous tournez autour d'un champ B, ben, si vous tournez dans le sens, vous pouvez faire la différence avec le fait que vous tournez dans le sens. Donc tout d'un coup, vous savez la droite et la gauche. Donc ça change complètement la chose, parce que si vous prenez un échantillon avec un champ B comme ça, si je le retourne, je sais que je vais retourner. Alors que si j'ai pas de champ, je ne sais pas que je vais retourner. Donc forcément, mon champ EY est bien orienté. C'est-à-dire que si je prends, c'est ce qu'on va voir dans le calcul, si je prends un échantillon, je le plonge dans un champ magnétique, je peux savoir dans quel sens est le champ, parce que je n'aurai pas le même signe de la tension. Parce que le champ magnétique me donne où est la droite, où est la gauche. Bon, trêve de plaisanterie, maintenant on va calculer un peu quand même. Voilà, donc maintenant que vous savez ce que c'est qu'un tenseur de conductivité, bon c'est un grand nombre, pas grand chose, hein. Donc ils vous disent qu'à partir de là, donc ils vous disent en fait que sigma égale machin truc, machin truc, machin truc, et ils vous demandent simplement de reconstruire le tenseur de conductivité, donc ils vous disent simplement d'écrire les relations qu'ils vous ont données en plus élégant. En gros, c'est tout ce qu'ils vous demandent de faire. Voilà, je vous laisse commencer ça. Donc c'était pas très compliqué, de le prendre doucement et dans le bon sens. Voilà, c'était ça l'idée. Donc, on avait donc les équations qu'ils nous proposaient au départ, c'était Jx était égal à, c'était égal, ouais, c'est où mon énoncé? Il était là. Il est égal à Q tau sur MEX moins oméga tau VY. Et VY est égal à Q tau sur MEY plus oméga tau oméga tau Vx. Voilà, ça c'est aux deux équations de départ. Alors on va oublier un peu ce qui se passe selon Z, parce qu'en fait c'est un truc qui n'est pas très intéressant, parce que selon Z il se passe rien, parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a rien, parce que le problème il se passe uniquement dans le plan. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, la chose la plus simple, c'est que vous voyez comme on va vouloir essentiellement se débarrasser des EX, des choses comme ça.
On va envoyer simplement ce qui se passe dans 2, on va l'envoyer dans 1. Ok. Et il va se passer que Jx est égal à Qto sur M EX. Et puis il nous reste un moins oméga tau. Et vous voyez que Vy maintenant, ça s'écrit Qto sur M EY plus oméga tau Vx. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ce qu'on peut faire simplement, c'est qu'on peut écrire. Alors, qu'est-ce que j'avais fait maintenant? Il faut se rappeler aussi maintenant, il y a un truc dont il faut se rappeler, c'est que J égale NQV. Voilà. Ça, c'est le truc important dont il faut se rappeler et qu'on va utiliser maintenant. Ok. Donc, on va tout passer en V. Okay. Ça nous fait, ça marche pas. Ça nous fait A1 plus oméga tau au carré Vx, ce qui est égal à Q tau sur M EX moins Q tau oméga tau carré sur M EY. Alors dans tous ces calculs, le truc auquel il faut faire vachement gaffe, c'est les Q tau au carré, etc. Parce que souvent ils apparaissent ici. Vous avez un oméga tau au carré, ça c'est homogène à un temps. Vous avez des fois oméga tau qui est sans dimension, oméga tau au carré qui sera aussi sans dimension, etc. etc. Donc il faut toujours vérifier qu'on est bien codimensionnellement, c'est bien ce qu'on veut. D'accord? Sinon on a vite fait de se planter sur ces trucs-là. Ça va marcher. Donc, ça me fait maintenant, si je continue ici, ça me fait 1 plus oméga tau au carré fois NQ Vx sur M. D'accord? Donc là, je vais sortir le Jx comme ça. Est égal à NQ sur M fois Q tau sur M EX moins NQ sur M fois Q oméga tau au carré sur M EY. Voilà. Ça me fait apparaître le Jx que je voulais. D'accord. Là, j'ai un sigma 0 qui apparaît. Parce que j'ai n le taux sur L. Donc là, j'ai bien le sigma 0 qui apparaît. Et là, je dois avoir un sigma 0, puisque j'ai n le taux sur M. Ici, j'ai un sigma 0 fois oméga taux. Voilà. Donc ça marche. On obtient bien la matrice qui nous demande, c'est-à-dire Jx égale sigma 0 sur 1 plus oméga tau au carré fois Jx moins sigma 0 oméga tau fois EY. Voilà. Et donc ça marche. Voilà. Ce n'est pas une solution par brute force. Alors ensuite, ils vous disent que dans une géométrie d'Eféol, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans une géométrie d'Eféol,
Alors les féoles, donc je vous rappelle comment c'est, une géométrie des féoles. Vous avez simplement un truc qui est comme ça, une barre de haut. Donc vous avez JX qui est comme ça, et JY qui est comme ça. Donc dans un régime des féoles, vous avez de façon évidente JY est égal à 0. Ça c'est le principe de les féoles. Okay. Et JY, vous avez calculé ce que ça vaut. JY c'est égal à sigma 0 sur 1 plus oméga tau plus oméga tau euh, 1 plus oméga tau au carré, facteur de oméga tau EX plus EY. D'accord? Ça, c'est le JX qu'on vient de calculer avant. Ça sort de la question d'avant. Okay. Est-ce que tout le monde voit où on en est? La question d'avant, on a calculé JX, il nous demandait de calculer totalement la matrice, donc on calcule GY qui vaut ça. Et quand on est en régime des féoles, ce terme-là est nul. Okay. Est-ce que tout le monde voit où on en est? Est-ce qu'il y a des questions? Là, donc on avait cette formule-là pour EY. À partir de là, vous obteniez, toujours à partir de la formule de départ, vous obteniez pour JX que c'était égal à sigma 0 sur 1 plus oméga Q carré. Alors, c'est des exercices. Alors, les féoles, ce qui est un petit peu pénible, c'est qu'on passe son temps à faire ça, à remplacer dans un sens ou dans l'autre. Bon, c'est pas ultra palpitant, mais par contre, il faut le faire proprement, sinon on n'y arrive pas. Donc, 1 sur oméga Q fois tau Q, EY, plus un plus, moins ça, moins, oméga tau EY. Et à la fin, vous obteniez sigma 0 sur 1 plus oméga tau. J'ai oublié un tau quelque part à tous les coups. Là, c'est un tau. Là, c'est un tau. Plus oméga tau au carré. Facteur de 1 plus oméga tau au carré sur oméga tau EY. Avec un moins que je mets devant. Et ça vous fait simplement un truc qui vaut moins sigma 0 sur oméga tau EY. D'accord? C'est simplement ces termes-là qui se simplifient. Et vous obtenez à la fin que JX est égal à, alors sigma 0 on le remplace, hein, c'est NQ au carré tau sur M. Donc c'est là que la masse apparaît, alors je sais pas pourquoi, on va voir comment elle disparaît chez moi, hein. Fois donc 1 sur oméga tau. Et c'est là qu'elle disparaît chez moi, dans le oméga qu'il y a là, parce que ça fait EB sur M. Alors pourquoi il n'était pas chez vous, ça je ne sais pas. Fois EY sur tau. Et ça, si on compte bien, c'est égal à NQ sur B fois EY. Donc il doit vous manquer un terme chez vous, voilà, que vous regardiez. Et ça vous donne que RH est égal à EY sur JXB est égal à 1 sur NQ.
Alors attendez, il faut que je vous l'écrive quand même bien parce que c'est le résultat le plus important, donc je vais quand même pas le mettre dans un coin. Je vais vous le mettre proprement. RH qui est égal à EY sur J de B. Alors c'est un résultat très important parce qu'il vous donne deux choses. Il vous donne à la fois la densité de porteurs, et ça c'est vraiment utilisé quand les gens font des semi-conducteurs. Alors dans les métaux, ça, on la connaît la densité de porteurs, donc c'est pas un scoop de l'avoir. Par contre dans les semi-conducteurs, elle n'est pas forcément très bien connue parce qu'elle dépend du dopage, elle dépend de tas de trucs. Donc c'est vraiment un truc qui est utilisé pour savoir la densité de porteurs. Donc quand les gens font des process de microélectronique, il y a toujours dans un coin une petite croix de Hall, surtout des Van der Pol qui utilisent maintenant. Bon, c'est un peu plus compliqué pour faire des Hall, mais ils mesurent quand même la densité. Et si vous travaillez bien, vous avez aussi le signe des porteurs, puisque vous avez 1 sur NQ. Alors ça veut dire qu'au départ, vous savez dans quel sens est votre champ magnétique. Parce que quand vous avez une bobine de champ, en général, vous ne savez pas dans quel sens est le champ. Enfin, personnellement, dans mes bobines, j'ai aucune idée dans quel sens est le champ, parce qu'on passe son temps à débrancher, rebrancher la bobine. Et vous me direz, il suffit de mettre un échantillon. Oui, mais dans l'échantillon, c'est pareil. Il faut savoir dans quel sens il est branché, il faut savoir dans quel sens est le champ. Parce qu'il faut savoir dans quel sens on fait passer le courant. C'est pas si simple de savoir dans quel sens est branché une bobine. Mais si vous faites tout bien, vous pouvez savoir a priori quel est le signe des porteurs. Et la densité de porteurs. Ouais. GX, vous dites qu'à la fin, c'est égal à moins sigma 0 sur oméga 2 fois Y. Ça sort d'où? Attendez, vous me dites que c'est des indices. Non, il a raison. Bien, on va maintenant passer au problème de l'effet Hall avec plusieurs porteurs. Donc, pour ça, alors on va considérer le cas le plus simple, en fait, où on a des électrons et des trous qui peuvent éventuellement avoir une masse différente. Et on va appeler simplement la charge de ces porteurs Q. Okay. Donc on va simplement dire que la contribution de chacun des porteurs s'ajoute. Hein. Et donc ça nous donne pour le courant en X une partie qui vient de mes électrons. Donc j'ai ici le champ EX moins oméga des électrons, taux des électrons EY, plus sigma 0 des trous, facteur de EX, moins oméga des trous, taux des trous, E de Y. Et puis, j'ai pareil pour GY, qui va être égal à... alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord factoriser un peu les choses. Donc on va dire que ça, c'est égal à sigma 0 des électrons plus sigma 0 des trous fois EX, moins, et là j'ai un terme qui apparaît, sigma 0 électron fois oméga électron taux E, plus sigma 0 des trous oméga trou taux trou fois EY. Ok. Et si j'écris la même chose pour le courant en Y, j'obtiens que JY égale sigma 0 E plus sigma 0 trou fois EY plus sigma 0 électron oméga électron taux électron plus sigma 0 trou oméga trou taux trou fois EX. Donc pour établir ces formules, il suffit de remonter au cran d'au-dessus. J'ai fait que les recopier. Alors, il y a juste un petit commentaire qu'on peut faire quand même, c'est au niveau de ces différents des indices que j'ai mis là. Alors, on a une partie de contribution des électrons et des trous.
Ceci dit, il faut faire attention que d'abord, les temps de relaxation peuvent être différents pour les électrons et pour les trous. Enfin, c'est même une réalité en général. Et ensuite, on a un oméga électron et un oméga trou ici, parce que même s'ils ont la même charge, hein, si on considère les électrons et les trous, a priori ils peuvent avoir la même charge, mais ils n'ont pas forcément la même masse. Alors, bon, c'est pas forcément évident, mais enfin, on verra que c'est relié essentiellement à la courbure de la bande quand on ferait des théories des bandes. Donc, même si on a des électrons et des trous ici, ils n'ont pas forcément la même masse. Bon, alors, on va faire le même petit jeu qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va simplement écrire qu'effectivement, on a le courant JY qui est égal à 0, c'est-à-dire simplement que le courant ne peut pas sortir d'échantillon. Si j'ai un échantillon qui est comme ça, le courant ici, JY, il est de fait égal à 0. D'accord? Donc, JY est égal à 0, ça m'entraîne immédiatement que vous avez EX qui est égal à moins sigma 0 électron plus sigma 0 trou sur, bon, ça il suffit de diviser en dessous, hein. Vous avez sigma 0 électron oméga électron taux électron plus sigma 0 trou oméga taux taux trou. Voilà. Bon, une fois que j'ai ça, et ben, je vais simplement le réinjecter, poum, ici là-dedans, enfin plutôt je vais le réinjecter à ce niveau-là, hein, puisque j'ai une expression de EX que je vais remplacer par l'expression en Y. Alors évidemment, ici j'ai oublié de marquer qu'ici il y a un EY. Et donc je vais réinjecter ça là-dedans, ce qui me permettra d'avoir une expression qui relie JX à EY. Et c'est cette expression que je cherche, puisque la coefficient de Hall relie bien JX et EY. Donc là, il faut prendre son courage à deux mains et puis y aller. Hein. Et donc vous obtenez que JX, JX est égal, donc vous avez ici un moins qui apparaît à cause de ce moins-là. Et vous avez donc, sur de fraction, un moins sigma 0 électron plus sigma 0 trou au carré. Carré, ça va pas très bien. Et puis, il me reste un plus sigma 0 oméga électron taux plus sigma 0 trou oméga trou taux trou au carré sur sigma 0 oméga électron taux électron plus sigma 0 trou oméga trou taux trou. Alors, bon, ce truc-là, ça paraît un petit peu compliqué. Ce qu'on va voir quand même, c'est qu'on n'est pas obligé de garder tous les termes, puisque en fait, ce terme-là, on voit que dans la limite oméga taux tend vers 0, ça va à la limite des petits champs magnétiques, on voit que ce terme-là, c'est un terme du second ordre. Donc ce terme-là, il tend vers 0 pour oméga taux tend vers 0, et donc c'est un terme du second ordre. Donc il devient négligeable. Il devient négligeable pour la composante de JX. Okay. Évidemment, j'ai toujours oublié ici de mettre mon EY. Donc, on va garder que les termes du premier ordre. Donc, finalement, il me reste que JX est égal à moins sigma 0 électron plus sigma 0 trou au carré sur sigma 0 oméga électron taux électron plus sigma 0 trou
oméga trou, tau, trou. Voilà. E fois EY. Donc là, on est arrivé à peu près à ce qu'on veut. Okay. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, je dirais, extraire à la main la constante de Hall. Donc la constante de Hall, je vous rappelle que c'est EY sur BGX. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le B en fait du oméga qui est là. D'accord, le B il est caché là-dedans. Le JX il est là. Et le EY il est là. Donc on va sortir à la main le B qui se cache là-dedans. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. Donc on va écrire JX, on va sortir le B. Vous allez voir, c'est assez simple. On écrit que JX est égal, bon, le numérateur on n'y touche pas pour l'instant. Sigma 0 E plus sigma 0 trou au carré. Et c'est là qu'au dénominateur, on va sortir l'oméga C explicitement. Donc ça vous fait sigma 0 des électrons, tau des électrons. Et là, pour les électrons, oméga E, ça fait moins EB sur la masse des électrons. Et puis ici, il me reste un sigma 0 trou, tau des trous fois, alors si on les considère que c'est des trous, c'est plus EB sur la masse des trous fois EY. D'accord? Donc, si j'écris maintenant EY sur BJX, j'obtiens simplement EY sur BJX qui est égal à sigma 0 électron, tau électron, et puis vous avez un B qui s'en va, ça me fait moins E sur M électron, plus sigma 0 trou, tau trou, fois le B s'en va, et il me reste un E sur la masse des trous, le tout sur moins sigma 0 électron plus sigma 0 des trous. Et le tout au carré. Alors maintenant, on va utiliser la relation que sigma, c'est nq au carré, le temps de réalisation de q sur la masse de q. Donc si q est une particule, donc le temps de réalisation de q, le masse q. Et donc vous obtenez simplement que la n sigma E0 E, ça vous fait n de E. Alors, vous avez ici donc le moins qui reste. Vous avez un E qui va se composer avec un E, donc ça vous fait E carré, tau des électrons sur M des électrons. Et puis il vous reste ici un tau E sur ME, donc ça c'est ce terme-là, c'est-à-dire qu'il va toujours rester. Et puis ici vous avez un plus, NT E carré, tau T sur MT, et puis vous avez ici un E sur MT. Et puis au dénominateur, vous avez N électron, tau électron, ah, vous avez un carré ici, sur M électron, plus N E trou, E carré, tau du trou sur la masse du trou et le tout au carré. Bon, alors si on regarde le dénominateur de ce truc-là, on s'aperçoit que ce qui est sympa ici par rapport au résultat qu'on vous demande, donc en fait là ça devient assez bourrin cet exercice, c'est que si on factorise ici tout ce machin et qu'on laisse que le NT,
on s'aperçoit qu'on va obtenir ici un truc, vous allez retrouver avec 1 sur NT-ME et NTE, donc finalement ça va être assez proche de ce qu'on vous demande. Donc ça c'est un peu les trucs et astuces de grand-mère. Donc vous allez factoriser ici simplement E carré taux T sur MT. Et donc du coup il va vous rester un NT ici, ok, plus, donc vous avez ici MT sur E carré taux T fois N électrons, N électrons fois E carré taux électrons sur la masse des électrons. Alors vous voyez que ça simplifie. Donc les électrons, ils simplifient ici. Et en gros, vous allez gagner parce que vous avez NEMT et ME taux T. Okay, donc ça, c'est un taux T. Donc là, vous avez gagné. Alors, au numérateur, ben, vous voyez qu'il faut faire à peu près le même jeu, sauf qu'il va y avoir en gros des carrés qui vont intervenir. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement factoriser un carré. D'accord? Donc, vous allez factoriser un truc du genre NT. Vous allez laisser le NT ici, vous allez factoriser tout le reste. Ok, on va voir ce que ça donne. Et puis, j'oublie un signe moins quelque part. Donc, il y a un signe moins, on va sortir le signe moins comme ça. Donc, je factorise NT en haut. Je factorise tout ce qui n'est pas NT. Donc, il me reste excusez-moi, j'ai oublié un carré. Et là aussi, j'ai oublié un carré. Excusez-moi. Et si je fais la même chose au numérateur, il me reste E au carré taux du trou sur MT. Alors, MT, il va falloir que je le mette ici au carré. Alors là, je m'aperçois que j'ai une petite erreur parce que j'ai un taux en trop. Là, j'ai pas de taux en fait. Là, j'ai pas de taux. Là, c'est bon. Là, j'ai pas de taux. C'est bon, ça. Donc, E2 taux. Donc, ça nous fait taux au carré. D'accord? Puisqu'on a ici un taux qui vient de là, et puis donc du N du taux, et puis vous avez ici un taux qui vient ici du taux sur MT. Alors, c'est que ce truc, je ne sais pas comment j'enlève, et puis là il manquait un taux, excusez-moi. Il manquait un taux ici. Donc je crois que là, je suis bon, et il me reste dans ma parenthèse, il me reste NT, d'accord, donc ça, c'est pas un souci, moins, d'accord, donc il me reste un MT carré sur E carré tout le trou au carré. Et puis il me reste ici donc essentiellement cette partie-là, ce terme-là, c'est-à-dire NE, ici un E carré, tout E au carré sur ME au carré. Voilà. Et donc là, je suis content puisque je vois que ici j'ai E carré qui simplifie. Ici j'ai MT carré tout E carré. Ici j'ai un tout T carré M carré. Donc j'ai bien ici le alpha carré qui va apparaître. Ok. Et ici j'ai un NE qui est là, et c'est bien le terme qu'on me demande. Alors maintenant, on va regarder cette partie-là, le préfacteur. Donc vous voyez que si je regarde, essentiellement, j'ai la même chose que je viens de m'apercevoir qu'il manque, qu'il y a une erreur, puisqu'en fait ici,
En fait, c'est pas un taux E, c'est un E. Vous devriez avoir, donc en fait, ici, c'est un E. C'est un E, ce qui fait que quand vous mettez en facteur, je vais vous faire correctement le E. Quand vous mettez en facteur, vous obtenez ici un E au cube. Pas. Je vais vous mettre correctement un E au cube. Ici. Là, vous avez ici un E au cube. Donc on va réécrire ça correctement. Donc ce terme-là, il vous donne simplement ici tau t au carré, E au cube sur mt carré, divisé par E au cube, E au carré, pardon, tau t sur mt, le tout au carré. Donc si vous regardez un peu, vous apercevez rapidement que les termes en tau t s'en vont, que les termes en mt s'en vont, et vous avez un E cube sur E, donc il va vous rester un E. Donc, on dit ce terme-là, il me donne 1 sur E. Ce terme-là, il me donne nt moins alpha. Et vous pouvez vous connaître très simplement que c'est alpha fois, alors vous avez ici nt carré, donc alpha ne, ok. Alors c'est alpha au carré ici, puisque vous avez tau au carré mt carré, m au carré tau carré. Et puis ici, ce terme-là, il vous donne nt plus alpha ne, le tout au carré. Et donc, vous trouvez finalement, dans le cas où vous avez deux porteurs, la constante de Hall s'écrit RH égale 1 sur E, vecteur de nt moins alpha carré ne sur nt plus alpha ne, le tout au carré. Voilà le résultat. Donc en fait, c'est pas très difficile. Hein. La seule astuce ici, le seul truc un peu physique, dire qu'on ajoute les contributions des deux porteurs. Donc ça, c'est le truc physique. Et puis qu'on va négliger les contributions du second ordre. Une fois qu'on a compris ça, qu'on a négligé les contributions du second ordre, et puis qu'on ajoute les deux porteurs, après c'est uniquement un peu de calcul. Hein, c'est un peu compliqué, ils font des termes par là, donc j'ai fait en cours de route, j'ai oublié des termes, et si on met bien tout ensemble, on obtient ça sans trop de problèmes.